Nostalgique rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Aujourd'hui, et pour la prochaine vidéo également d'ailleurs, on va faire un petit test de tablette tactile, puisque c'est quelque chose que vous avez été nombreux à me demander. Donc je vais essayer d'aller assez vite, parce que comme il y en a deux à faire de suite, on va essayer de faire des trucs qui se répètent, etc. C'est un peu casse-pied, donc on va essayer d'aller droit au but dans ces deux vidéos-là. Je vais me mettre du point de vue de l'utilisateur, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails techniques, etc. Il y a certainement plein d'autres vidéos sur YouTube qui feront ça mieux que moi de toute façon. Aujourd'hui, nous allons tester une tablette qui a été achetée chez TinyDeal. Ces derniers ont quand même participé financièrement, donc je tiens à les remercier pour leur participation. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vous donnerai une petite combine pour participer à un petit concours, pour éventuellement vous aussi bénéficier d'une réduction sur cette tablette. Voilà, je vous en dis pas plus, ceux que ça intéresse iront voir à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble une tablette chinoise. Bon marché, mais pourtant extrêmement bien foutu, je trouve personnellement, la Honda V989. C'est parti. Bien, alors on va commencer avec notre traditionnelle analyse de l'emballage, qui est assez grand, hein. Si je le mets vertical, ça rentre tout juste dans le champ de la caméra. Voilà, donc je vais le tenir comme ça, c'est pas très grave. Ici, vous voyez le logo Honda gris foncé sur fond blanc, ça fait très Apple. La photo du produit avec un angle un petit peu étudié sur un fond blanc, ça fait très Apple. Ce qui fait un peu moins Apple sont toutes les petites inscriptions qui sont là à droite à gauche. Donc on va les regarder de près. Ici on a 8,3, c'est l'épaisseur de la tablette en millimètres, donc c'est quand même assez fin. Ici c'est marqué en chinois 8 cœurs, ça c'est le chiffre 8. Big Little, donc ça veut dire que vous avez 4 cœurs plus rapides que les 4 autres, comme ça vous pouvez soit avoir beaucoup de perf, et beaucoup de puissance donc, ou alors moins de perf mais beaucoup d'autonomie de batterie, c'est au choix, ou alors les 8 cœurs peuvent s'activer simultanément et vous avez des performances ultimes. Ici donc 800 en fait c'est la résolution de la caméra arrière, 8 mégapixels, 9,7 pouces IPS, ça c'est l'écran, et Bluetooth 4.0, ça c'est bien de le préciser parce qu'attention, chez Honda, toutes les tablettes n'ont pas nécessairement le Bluetooth. Par exemple, la V975M existe en 2 références et l'une d'entre elles n'a pas le Bluetooth, il faut le savoir. On a d'autres inscriptions en bas, on retrouve 8 cœurs ici. Là, on voit le nom du processeur, c'est un A80T de chez Allwinner. À la base, Allwinner ne sont pas spécialement réputés pour faire des super SoC, hein, des super SoC, System on Chip. Mais là, en l'occurrence, apparemment, ce processeur serait quand même assez balèze, puisque sur Antutu, il dépasse les 50 000, même si, bon, personnellement, moi, je trouve que les benchmarks, c'est de la connerie. On peut facilement les truander, leur faire afficher un peu ce qu'on veut, donc moi, je vais pas me baser sur des benchmarks, je vous le dis tout de suite quand je vais faire le test, hein. Je vais me baser sur une expérience utilisateur. Je vais vous montrer ce que ça donne dans des situations de la vie réelle. Donc, on retrouve la taille de l'écran et sa résolution, 2048 par 1536, comme sur un iPad Air, et vous allez voir que la similitude ne s'arrête pas là, on va y revenir. Il y a beaucoup de similitudes avec Apple dans ce produit, vous vous en doutez, hein. Les Chinois aiment bien s'inspirer évidemment d'un produit à succès, en l'occurrence ici l'iPad Air. On est en USB 3 pour la connectique, ça c'est plutôt étonnant, c'est assez rare, hein, même sur les tablettes haut de gamme aujourd'hui, je crois bien que à part sur le Galaxy Note 3, j'avais jamais vu ça sur d'autres appareils jusqu'à présent, plutôt une bonne surprise. Le GPU, qui fait partie du SoC A80T, c'est le PowerVR G6230. Je sais pas si je vais dire une bêtise ou pas, mais il me semble que c'est le modèle qui est juste en dessous de celui qui équipe l'iPhone 5S. Donc, c'est plutôt prometteur. On a 2 Go de DDR3, ça c'est plutôt pas mal. Sur le dessous de l'emballage, il y a quelques QR codes et beaucoup de texte en chinois, notamment le numéro de téléphone pour joindre le fabricant, etc. Bon, ça concerne plutôt les Chinois. Sur le côté, il y a beaucoup de choses décrites, mais ça reprend grosso modo ce qu'on vient de lire, hein, sur le côté. Donc je vais passer rapidement là-dessus. On voit quand même qu'on est sur de l'Android KitKat dès le départ, en 4.4. La fréquence du processeur, c'est 2 GHz. Je crois pas qu'on apprendra grand chose de plus. Le ratio de l'écran c'est 4/3 bien sûr. Alors a priori il y aurait une version 16 Go de la tablette, mais ici comme vous pouvez le lire ici on est en 32 Go et je n'ai jamais vu nulle part sur internet la version 16 Go. Alors est-ce qu'elle existe ou pas, je sais pas. Même chose pour la couleur blanche ou noire. Cette tablette est la version blanche, mais je n'ai jamais vu nulle part la version noire. Paraît-il, elle devrait sortir prochainement.
Bon, à voir. On nous parle du réseau, donc on a le Wi-Fi, le Bluetooth 4.0, la 3G et l'Ethernet, mais entre parenthèses ici, il est marqué en chinois que pour la 3G et l'Ethernet, il faut un adaptateur externe, donc grosso modo, il faut se brancher un truc en OTG, donc c'est pas très intéressant. Donc l'épaisseur, c'était bien ça, hein, 8,3 mm, voilà, donc le contenu, normalement on devrait avoir la tablette, le manuel, la carte de garantie, le certificat, le câble USB et le chargeur. On va voir ça tout de suite dans un instant. Ici, il y a tout un tas de références, les codes barres, etc. Donc, sur l'arrière, il n'y a strictement rien, comme vous pouvez le constater. Et sur l'autre tranche, on voit une photo du profil de la tablette, mais qui n'est pas significatif puisqu'il n'est pas en taille réelle. Vous noterez que quand vous achetez la tablette, elle est scellée par des autocollants Honda de chaque côté. Donc ça, c'est un bon moyen de savoir si la tablette qu'on vous vend est neuve ou pas. Voilà. Bon, bah maintenant, on va passer à l'unboxing. Je vais mettre la boîte droite, on y va. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Donc ça se soulève comme une boîte d'iPad, hop, comme ceci. Vous noterez quand même qu'il y a de la mousse sur l'intérieur du couvercle, donc ça évitera que la tablette s'abîme. Ensuite, on a la tablette en elle-même. Il y a une petite languette, voilà, dans le bas ici pour soulever, hop. Voilà, je vais la mettre de côté, on va y revenir. Vous noterez aussi qu'il y avait, hein, je les ai déjà enlevés pour les besoins du test, mais il y avait des petits films protecteurs. Il y en avait deux en fait, hein, vous voyez. Un pour le dessus de la tablette et un pour l'arrière. Et en fait, sur le dessus, c'est un de ces machins, vous savez, qui protège habituellement les films écrans qu'on achète sur eBay, là, les films écrans bon marché, mais qui en général suffisent largement. Bah là, en fait, c'est parce que Honda a la gentillesse de vous mettre un film écran préinstallé en usine, et en plus, ils vous le mettent nickel. Donc ça, c'est plutôt bien. Bravo, messieurs de chez Honda. Bah, ceux qui n'en veulent pas pourront l'enlever, et puis ceux qui aiment bien en mettre un n'auront pas besoin de se faire chier à le mettre sans mettre de poussière ou de bulle ou de machin ou de truc, puisque c'est déjà fait en usine et que ça a été fait nickel. Donc ça, c'est plutôt une attention que j'apprécie. Donc quand on soulève complètement cette portion-là de l'emballage, on a deux compartiments qui s'offrent à nous. Sur le premier, en fait, je dis sur le premier, mais c'est du pipeau, hein. Vous voyez, c'est le carton qui est plié en deux, donc je vais complètement l'enlever, ça va être encore plus simple. On a donc le câble USB qui est bel et bien de l'USB 3, on voit la prise bleue de ce côté-là, et donc la prise spécifique à l'USB 3 de ce côté-ci. Rassurez-vous, hein, en fait, si vous enlevez cette partie-là du connecteur, vous retrouvez un micro USB 2.0, ça veut dire que tous vos câbles OTG et compagnie qui étaient en 2.0 pourront se brancher sur cette tablette, c'est rétro-compatible. Le câble a l'air d'être de bonne qualité, il a une grosse section très large, vous voyez. Et on distingue, hein, si vous regardez attentivement, on voit bien dans la coudure, notamment ici, il y a un vrai blindage. Donc ça, c'est plutôt du bon câble. Je m'attendais pas à trouver un câble aussi costaud dans une tablette chinoise. Je suis plutôt très agréablement surpris. On a l'adaptateur secteur qui est un adaptateur spécifique à Honda, hein, c'est pas un truc générique chinois, il a l'air d'être de bonne qualité. Après, bon, je vais pas m'amuser à le déboîter pour voir comment c'est réellement à l'intérieur, mais il a l'air d'être plutôt pas mal. Tout est inscrit en chinois, par contre, heureusement, on peut voir les différentes valeurs techniques inscrites en langue internationale, mais on constatera quand même qu'il sort 2,5 ampères, ce qui est énorme. Donc, en dépit de sa taille assez ramassée quand même, hein, il n'est pas très grand, vous voyez, cet adaptateur est quand même très 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 balèze. C'est une bonne chose parce que ça veut dire que ça devrait recharger la tablette assez vite, en particulier du fait de l'USB 3 qui fournit plus de jus que de l'USB 2. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce qu'ils appellent la carte de garantie ou le certificat d'authenticité, c'est ce truc-là. C'est marqué certificat d'authenticité en chinois avec un panneau danger, là je sais pas trop pourquoi. Voilà. Bon, il n'y a rien d'autre qu'un tampon qui, j'imagine, doit être celui du mec qui vérifie à la fin de la chaîne de montage que la tablette est proprement assemblée, etc. Bon, pas grand intérêt. Et puis, on a la notice qui est très petite, très cheap, un petit peu décevant, là, messieurs de chez Honda, vous auriez pu faire un petit effort quand même. Bon, l'essentiel est là, hein. On a les différents organes de la tablette, etc. C'est plutôt bien expliqué, il y a des schémas, etc. Les différents gestes qu'on peut faire sur la tablette, les spécifications techniques, etc. Mais déjà, c'est que en chinois. Bon, il y a les QR codes, ça c'est une bonne idée. Mais bon, un petit paragraphe en anglais n'aurait pas été si mal que ça. Ok, c'est une tablette pour le marché chinois, je comprends ça, je cerne très bien ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que pour autant on doit complètement s'obstiner à faire tout 100% en chinois? Bon,
Bon, j'imagine qu'on ne peut pas en vouloir à un fabricant qui, de toute façon, ne distribue pas officiellement ses produits en dehors de la Chine. Hein. Honda ne distribue rien en dehors de la Chine. Donc, si vous achetez cette tablette, ce sera obligatoirement sur un site qui va faire de l'export. Hein, bon, là, c'est le cas avec Tiny Deal. Mais voilà, quoi. C'est pas une tablette que vous êtes supposé posséder si vous n'êtes pas chinois, on va dire. Et ça se ressent aussi dans le produit en lui-même. Je vais en parler rapidement quand on va l'allumer. Voilà, donc revenons à la tablette. Outre les 2 films que j'ai déjà retirés, elle est emballée dans ce petit sachet. Hop. Et la voilà qui se présente à vous. Alors je m'en suis déjà un petit peu servi, c'est pour ça que vous voyez un petit peu quelques traces. Hein. Je m'en excuse. C'est très 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 réfléchissant, vous pouvez me voir. Coucou. Et puis effectivement, hein, la finesse est vraiment là. Hein. C'est très 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 fin. C'est très 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 joli. Mais ça, on va en parler dans un instant quand on va regarder la tablette de plus près. Voilà, alors je me suis permis de mettre une petite feuille de papier à petits carreaux parce que ça va vous permettre un petit peu d'avoir une meilleure idée de l'échelle. Et puis moi, ça m'évitera aussi éventuellement de rayer cette tablette qui, vous l'avez bien compris, hein, sera désormais ma tablette pour moi, pour mon usage personnel. Donc j'essaye de la garder le plus premium possible sans la rayer pendant les manipulations. Donc c'est juste une feuille de papier. Chaque carreau fait 5 mm, donc ça vous donnera une bonne idée de l'échelle. Voilà, donc la tablette se présente comme un iPad Air, hein, on peut le dire comme ça. Hein. Putain, je sens que le caméscope va avoir beaucoup de mal à faire le point sur ce truc réfléchissant. C'est pas grave, hein, je vais bientôt la mettre en route et le problème disparaîtra. Donc, couleur blanche, comme je disais, hein, j'ai eu beau chercher sur internet, je n'ai pas trouvé la version noire. À la rigueur, moi je m'en fous. Je l'aime bien en blanc, elle est assez sobre. Ici, on peut voir le petit capteur photo de 2 mégapixels à l'avant. Il n'y a rien d'autre à dire sur la façade avant, et puisqu'il n'y a rien d'autre que l'écran lui-même, si on peut dire que les bordures sont fines, hein, comme sur un iPad Air, elles font à peu près 1 cm de large seulement. C'est une tablette qui est vraiment très compacte et ramassée, et qui est aussi plutôt légère, et ça c'est ma foi plutôt sympathique. Sur les tranches, il n'y a pas grand chose non plus. Ici, sur cette tranche-ci, on peut voir en fait le bouton Power et le Rocker Switch qui sont disposés un petit peu en biais sur la tranche. C'est pas mal, c'est pas idiot. Comme ça, on les trouve facilement sous le pouce. Sur la tranche inférieure, il n'y a rien du tout. Par contre, on peut distinguer ici, dans le bas de la tablette, les 2 haut-parleurs stéréo. Sur cette tranche-ci, qui est celle qui est prise en photo, je crois, il n'y a absolument rien du tout. Et sur cette tranche supérieure, c'est là qu'on trouve tout, en fait. On a, bon, on peut distinguer bien sûr le capteur photo 8 mégapixels. Hein, je ferai peut-être 1 ou 2 photos pour vous montrer ce que ça donne. Le jack stéréo pour brancher un casque. La sortie HDMI. La sortie, donc, entrée-sortie, pardon, USB 3. Rétrocompatible USB 2. La fente pour mettre une micro SD. Ici, j'ai mis une micro SD de, je peux vous la montrer, hein, 64 Go, c'est à l'envers, c'est pas grave, vous avez vu, voilà, 64 Go. Mais sachez que, selon le site du constructeur, on peut mettre des cartes de 128 Go aussi, et ça marche. Donc, en plus des 32 Go de stockage qui sont déjà dans la tablette, ça commence à faire pas mal. Ici, donc, on a le trou pour le micro. Donc, cette tablette pourra vous entendre. Vous pourrez bénéficier notamment du Google Voice et tout ça. À noter d'ailleurs, tiens, que la capacité mémoire est inscrite, gravée directement ici sur la tablette. Voilà, l'arrière de la tablette est très joli puisqu'il est entièrement en alu brossé, à l'exception évidemment de cette bande ici que vous avez remarqué depuis le début, j'en suis sûr, qui elle est en plastique. En fait, c'est parce que là-dedans se trouvent les antennes Bluetooth, Wi-Fi, etc. Et ça permet d'optimiser le signal. D'ailleurs, cette tablette capte plutôt pas mal, je trouve. Vous noterez, si cette tablette vous intéresse, que la version... comment vous expliquer ça, il y a plusieurs petites améliorations matérielles qui sont faites au fur et à mesure dans le processus de fabrication de ces tablettes-là, des optimisations pour que ça coûte moins cher ou pour que ce soit un petit peu mieux. Ici, pour savoir quelle version vous avez, vous regardez le chiffre qui se trouve après la lettre V. Ici, on voit V3, cette tablette est donc une version 3. Il devrait y avoir théoriquement 4 à 5 versions de cette tablette. Pour le moment, on en est déjà à 4. Je pense qu'il y en aura peut-être même une 5e version plus tard qui sortira. Ces tablettes ont tendance à avoir des petites modifications hardware sans importance hein, pour l'utilisateur, mais par contre si vous tenez à flasher des ROM ou à faire des mises à jour vous-même manuellement, il ne faudra pas vous tromper de version parce que les firmware sont différents, donc faites bien attention à ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'aspect extérieur de la tablette.
On va l'allumer et vous allez voir ce que ça donne en fonctionnement. C'est parti. Bien, alors avant de démarrer la tablette, vous vous en doutez, qui dit tablette dit forcément quelque chose pour la protéger. C'est fragile ces petits machins-là. Hein. Une petite chute et votre tablette peut être tout de suite naze. Hein. Donc ce serait quand même dommage de ne pas prendre un minimum de précautions. Chez Tiny Deal, moi je me suis offert une petite housse officielle qui coûte quelque chose comme 8 ou 9 euros, je sais plus, enfin c'est vraiment pas cher. Ça vaut pas le coup de s'en priver. Alors vous noterez que c'est la housse pour la V975i en fait. Parce qu'il n'existe pas encore, à ma connaissance, de housse pour la 989. De toute façon, la 975i a exactement le même châssis, donc exactement les mêmes housses que la 989. Par contre, faites gaffe, la 975M a un châssis complètement différent, donc vous ne devez pas prendre une housse de V975M. Ça ne marchera pas, ça ne sera pas compatible avec votre V989. Il vous faut une housse de V975i. Voilà, ceci étant dit, la housse se présente comme ceci, hein. Il y a un petit morceau de mousse à l'intérieur pour faire calage. C'est une de ces imitations de la Smart Case d'Apple, à l'exception près que la partie arrière est en plastique translucide et non pas en tissu comme chez Apple. Voilà, vous mettez, je vous conseille, hein, moi personnellement pour que ce soit plus facile, de mettre d'abord la tranche de droite et ensuite de pousser dans les coins de chaque côté ici. Voilà. Donc une fois que c'est fait, bah, vous refermez comme ça, tac, et la housse est parfaitement bien ajustée. Hein, voilà. Ça arrive pile poil en vis-à-vis. Toc, ici et là aussi. Voilà. Les ports ne sont pas obstrués, bien sûr. Les haut-parleurs non plus. Par contre, je me demande pourquoi ils n'ont pas été couvrir cette partie-là de la tablette. Il n'y a pas de connecteur, il n'y a pas de haut-parleur, il n'y a rien. Mais ils n'ont pas mis de plastique sur toute la partie inférieure de la tablette. C'est un peu con, hein, parce que quand on la tient verticale et qu'on la laisse tomber, il y a une chance assez importante pour que ce soit ce côté-là de la tablette qui mange. Là, j'avoue que je comprends pas très bien pourquoi ne pas avoir recouvert de plastique jusqu'au bout. Bon, c'est pas une smart cover, c'est-à-dire que quand vous ouvrez, ça ne va pas sortir la tablette de veille. Bon là, en même temps, elle est complètement éteinte. Hein. Mais c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé, moi, quand même, que cette housse ait la fonction Smart Cover, même s'il s'avère que c'est pas tellement nécessaire, vous allez comprendre dans un instant quand on va tester la tablette pour de bon. Bien, alors j'aurais pu faire le test en me servant de la fonction socle de la housse, vous savez, hein, vous repliez comme ça, hop, en triangle, voilà, tac, et puis ça vous fait un sorte de trépied pour tenir la tablette. Ça fait le boulot, mais je trouve que ça a tendance quand même à un peu trop facilement glisser comme ça et tomber. Ça aurait pu tenir mieux, ça aurait pu être mieux fait. C'est pas dramatique, hein, on arrive à le faire tenir, hein, je veux dire, il faut simplement bien le mettre, voilà, ça tient. Mais je pense que dans quelque chose d'un peu chaotique, ouais, ça pourrait tomber. Petite déception, j'aurais pensé que la housse allait mieux faire son rôle de trépied. Elle le fait, mais c'est un peu limite. Voilà, ça c'est le launcher de chez Honda, qui ressemble un petit peu à celui de chez MIUI, c'est-à-dire grosso modo qui ressemble beaucoup à celui de l'iPhone et de l'iPad. On a un dock dans le bas avec ici 5 icônes, mais on peut en mettre plus ou moins, c'est selon. Et puis, grosso modo, on ne peut rien faire d'autre sur ce launcher que de mettre des icônes ou des dossiers. C'est très limité. Si je reste appuyé, il ne se passe rien. Je ne peux pas mettre de widget ou de choses comme ça, c'est impossible. La seule chose que je peux faire, c'est m'amuser un petit peu avec des icônes interactives, comme par exemple ici, je peux gérer la mémoire vive. J'appuie dessus et hop, il y a une sorte de nettoyage qui se fait, même si ça m'a l'air assez approximatif tout ça. Voilà. L'heure est également interactive, sauf qu'elle indique le fuseau horaire chinois, et même quand je mets mon fuseau horaire, ça reste sur le fuseau horaire chinois, donc c'est pas très utile pour nous. Le calendrier affiche la bonne date, mais par contre le mois, lui, il est affiché apparemment chinois, donc pareil, pas très intéressant pour nous. Donc voilà, le launcher, on a vite fait le tour. Hein. Il est pas vilain en termes de design, hein, il est plutôt assez classe même, hein, mais bon, c'est de l'iOS, hein, j'ai presque envie de dire. Mais malheureusement, c'est comme iOS, quoi, c'est super limité, on peut pas faire grand chose depuis le launcher, à part mettre des icônes et des icônes. Par contre,
petite chose qu'on peut pas faire sur iOS et qu'on peut faire sur ce launcher, c'est mettre une icône où on veut. Si je veux mettre une icône ici, elle se mettra ici, elle va pas venir se recaler automatiquement là, comme sur iOS, qui est vraiment un truc qui m'insupporte chez iOS. Je peux pas mettre mes icônes où je veux sur le bureau. Sur un iPhone, ok, admettons, mais sur un iPad, c'est vraiment chiant, je trouve, personnellement. Si j'ai envie de me faire un petit groupe d'icônes au centre, ou de me faire 2 groupes séparés par une ligne, ou je sais pas quoi, bah non, je peux pas. Je peux pas, j'ai pas le droit. Donc je sais pas pourquoi, Apple me l'interdit, voilà. Autre reproche, la barre d'icônes virtuelles dans le bas, elle est noire, elle est opaque. Le mode immersion de KitKat n'est pas pris en charge. Et pourtant, on est bien sur KitKat. Hein. Ça, je vais vous montrer ça tout de suite. On est bien sur KitKat. On va aller dans les paramètres. On va aller dans à propos. Donc, vous noterez que quand on met en français, ça se met en français. C'est plutôt bien. À propos, voilà. Et version d'Android 4.4.2. Je vais rester appuyé. Comme ça, vous allez voir la fameuse petite animation voilà, de chez Android. Si je reste appuyé, il y a le petit truc qui s'affiche. Tiens, d'ailleurs, là, le mode immersion vient de se mettre en route. Voilà. Donc voilà, là, j'ai ma tablette qui est vraiment full screen. Comme quoi, c'est possible, hein, la tablette le prend en charge, il n'y a pas de problème. Hein. Mais le launcher de chez Honda, non. Donc c'est un petit peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Mais ils ont fait ça comme ça, en tout cas. Voilà, donc là, la tablette est configurée avec mon Apex Launcher. J'ai mes widgets, j'ai mes icônes bien comme il faut. Et surtout, maintenant, j'ai ma barre du bas qui est semi-translucide. Donc le mode immersion de KitKat fonctionne très bien. Hein. Ça, c'est vraiment, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Un autre truc qui fonctionne très bien et qui était une fonctionnalité de KitKat, c'est la fonction OK Google. Ouais, j'ai juste eu à le dire depuis le launcher et la fonction s'est lancée automatiquement. Et après, bien entendu, vous pouvez utiliser OK Google comme vous l'entendez. Vous voulez qu'on fasse un petit essai? Allez, c'est parti. OK Google. Combien font 160 € en dollars? 160 € est égal à 211,88 $ américains. Voilà, donc ça c'est le prix auquel vous devez payer cette tablette, pas plus. Hein. C'est le prix sur lequel elle est chez Tiny Deal. Voilà. Ok, donc quoi dire d'autre? Bon bah c'est Apex Launcher, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Hein. N'importe qui peut l'installer sur n'importe quelle tablette. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est fluide, comme vous pouvez le constater, hein, ça tourne plutôt pas mal. Il y a des petits à-coups, mais ça c'est parce que j'ai mis un fond d'écran animé, et forcément, hein, vous voyez, bon, c'est joli, ça fait des petits effets et tout, mais comme la tablette a une très grande résolution, ça a tendance à un petit peu donner le OK au launcher. Mais ça reste fluide hein, quand même, hein, je trouve que ça suit pas mal, même quand il y a des widgets un petit peu compliqués, il n'y a pas de problème. Alors vous voyez, là il y a une page 8, c'est parce que j'avais des widgets qui affichaient des informations personnelles, donc je les ai retirés pour les besoins du test, pour préserver mon anonymat et celui des gens qui pouvaient éventuellement apparaître. Bon là vous voyez, c'est marqué qu'il faut que j'appelle mon assurance et mon dentiste, ça n'a rien de très personnel, donc je l'ai laissé. Moi j'aime bien cette tablette parce que je peux mettre un grand widget, notamment mensuel, ça me permet de voir quel jour j'ai du boulot et quel jour je suis relativement libre. Donc ça, j'aime bien, c'est les petites choses qui manquent chez iOS et que j'apprécie énormément sur les tablettes Android. Donc on va se concentrer sur ce qu'on peut faire sur cette tablette. Et puis après, je vais lancer quelques petits jeux et quelques émulateurs pour que vous puissiez voir un petit peu comment tout ça tourne. C'est parti. Et on commence avec la fonction reine sur les tablettes tactiles, c'est le surf sur internet. Là je suis allé sur le site jeuxvideo.com. Pourquoi? Parce que c'est un site qui a plein de textes et plein d'images et tout est assez petit. Donc c'est intéressant de voir comment ça s'affiche sur un écran de tablette qui est quand même limité en taille lui aussi. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est très propre. Les textes sont très fins et très lisibles. Là j'ai pas zoomé, hein, je suis en pleine largeur, je vois le site en entier, vous voyez. Et malgré ça, c'est très beau, c'est très net. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun problème. On arrive parfaitement bien à déchiffrer le texte sans avoir besoin de zoomer. On peut bien sûr scroller dans les pages, et là vous allez pouvoir voir que c'est relativement fluide. Bien sûr on peut zoomer, hein, ça ne pose aucun problème. On peut même zoomer assez fort. Et on conserve une bonne fluidité malgré tout. Vous inquiétez pas, hein, c'est peut-être le caméscope qui vous donne cet effet-là, mais il y a très peu de retard tactile. C'est très réactif, et ça c'est encore une fois une bonne chose. Non franchement, la navigation web ne pose aucun problème. On va essayer d'aller sur une page qui affiche du flash, mais pour ça je vais utiliser un autre navigateur, je vais prendre Firefox. On y va.
Bon, alors je viens de m'apercevoir que je n'ai pas installé Firefox, petit oubli de ma part, excusez-moi. Mais à la rigueur, c'est pas plus mal, parce que comme ça, on va pouvoir aller faire un petit tour sur le Play Store. Tac, voilà. Donc vous pouvez constater que le Play Store est préinstallé sur cette tablette, hein. J'ai pas eu besoin de bidouiller quoi que ce soit pour le faire, et il fonctionne très bien. Je vais me mettre en mode paysage pour vous montrer ça, tiens. Voilà, donc on va faire une recherche sur Firefox. Voilà, donc vous constatez que c'est le tout dernier Play Store, la toute dernière version, préinstallée dans la tablette, ça c'est vraiment très sympa. Je fais installer. Donc voilà, ça télécharge assez vite, donc vous pouvez constater que le Wi-Fi fonctionne plutôt pas mal. Moi ici, ma connexion elle n'est pas ultra rapide, hein, j'ai même pas 10 mégas, je dois être à 8 ou 9. Ça c'est le problème quand on habite dans les petits bleds. Donc je vais faire l'installation, voilà, je vais l'ouvrir, tac, et nous allons essayer d'aller sur une page qui contient du Flash. Donc je vais tout simplement rechercher animation Flash. Dung. Voilà. Vous voyez, ça dépote quand même plutôt pas mal. Hein. Wi-Fi est très stable. Hein. J'ai fait un essai, j'ai essayé de transférer via Wi-Fi un fichier de 5 Go de ma Freebox à la tablette et ça s'est fait en une fois sans interruption, sans coupure ni rien. Je vais prendre l'animation que je prends à chaque fois parce que celle-là je la connais. Voilà. Et ça marche. Donc cette tablette est capable de faire fonctionner Flash Player, ce qui est, j'imagine, quand même un grand avantage pour pas mal d'utilisateurs. Vous voyez, hein, c'est comme ça que je vais axer mon test. Hein. Moi, je vais pas me branler devant des chiffres en toutou qui veulent pas dire grand-chose. Je préfère vous montrer ce genre de truc. Voilà, vous pouvez faire du Flash avec cette tablette et ça, c'est vraiment intéressant. Bien, je ne voulais pas préciser tout à l'heure, mais YouTube, non, le launcher, pardon, peut se mettre lui aussi en widescreen. Hein. On peut faire pivoter toute l'interface comme on le ferait sur un iPad. Et même quand il y a des widgets, ça ne pose aucun problème, ça fonctionne parfaitement bien. Voilà. Donc on va lancer YouTube, c'est pour ça que je parlais de YouTube, bah oui parce que maintenant, quoi tester d'autre que YouTube? Je vais mettre mes vidéos à moi, comme ça j'aurai pas de compte à rendre sur d'éventuels droits d'auteur. On va mettre la toute dernière vidéo, hein, celle de l'épisode 35, tac, voilà, et donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne sur cet écran. Donc comme vous pouvez le constater évidemment tout de suite, vous avez des bandes noires parce que cette tablette est en format 4 tiers, et que YouTube affiche des vidéos au format 16/9. Donc c'est évidemment le problème numéro 1 qu'on va avoir avec ce genre de produit. C'est pas le format d'écran le mieux adapté à la lecture vidéo. C'est pas non plus dramatique, hein, on a l'habitude maintenant des bandes noires en haut et en bas de l'écran, mais dites-vous bien que si vous regardez un film au format cinémascope, et je vais en mettre un dans un instant, ce sera encore plus pénalisant. Hein. Donc, bon bah c'est YouTube, hein. C'était surtout pour vous montrer que la qualité de la connexion était plutôt pas mal. Je sais pas en quelle définition on est là, on est en 720p, je vais essayer de mettre 1080p pour voir. Mais là c'est peut-être ma Freebox qui va pas suivre. Si, ça va, ça s'affiche. Voilà. Donc l'image est forcément très propre, hein. Je peux essayer de zoomer, attendez, bougez pas, que j'attrape le truc du zoom sur mon caméscope, voilà. Et comme vous pouvez le constater, ouais, sauf qu'il faudrait que tu fasses le point sur autre chose que ton propre reflet du gland. Enfin bon, c'est pas grave. Peu importe, croyez-moi sur parole. On va faire comme ça va être plus simple. La qualité de l'image est vraiment top. Le rendu des couleurs est parfaitement naturel, il n'y a aucun problème. Voilà, donc je vais vous lancer une bande-annonce, hein, ça évitera d'avoir des problèmes avec les droits d'auteur encore une fois. Ouais, reprendre, comme ça je la prendrai pas du... Ah bah il me la met du début, merde, bon je vais l'accélérer, je vais la mettre un petit peu, voilà. Donc là, vous voyez, on est en cinémascope, donc les bandes noires sont encore plus grandes et on a quasiment la moitié de l'écran qui sert à rien. Hein. Donc c'est un petit peu dommage. Franchement, si vous achetez une tablette essentiellement pour faire du YouTube ou regarder des films, bon je vais arrêter parce qu'après il va falloir payer droit d'auteur, je vous conseille de plutôt vous acheter une tablette au format 16/9. Hein. Celle-ci c'est vraiment top pour regarder les photos ou bon à la rigueur des vieilles vidéos qui seraient en 4 tiers, pourquoi pas, mais pour tout le reste, y a certainement des produits, même chinois, hein, mieux adaptés pour l'usage vidéo que celle-ci.
Mais sinon, à part ça, l'affichage est très propre, hein, c'est juste une question de format. Bon point en revanche pour les photos qui, elles, profiteront du format 4 tiers, puisque les photographies sont en général dans ce format-là, à moins d'avoir un appareil photo qui prend des panoramiques. Et là, évidemment, les photos sont juste sublimes sur cet écran Retina. Les détails sont somptueux, vraiment, vraiment parfait. Je vais me rapprocher hein, pour que vous puissiez bien voir. Voilà, pas trop parce qu'après le caméscope devient flou. Mais comme vous pouvez le constater, c'est sublime, c'est magnifique. Ça marche aussi avec les photos qui ont plein de couleurs. Le rendu des couleurs est vraiment génial. Par contre, la galerie photo par défaut conserve la barre noire en bas, donc téléchargez-en une qui fonctionne en mode plein écran. Ou alors vous téléchargez une petite application qui s'appelle Immersive Full Screen, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, sur le store qui doit coûter dans les 75 centimes et qui vous permet de forcer le mode immersion sur les applis qui ne sont pas compatibles. Concernant la prise de photos avec cette tablette, je vais vous montrer maintenant quelques petits clichés que j'ai pris avec cette tablette, exclusivement en intérieur, parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Voilà ce que ça donne. Je vous laisse admirer. C'est, ma foi, plutôt pas mal, encore une fois. Alors, écouter de la musique avec cette tablette, voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, je vais d'abord mettre les haut-parleurs à moitié. Voilà, grosso merdo, non, je suis allé un peu trop loin. Voilà, là je suis à la moitié. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas très très fort. Par contre, c'est clair, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de distorsion ou de grésillement. Maintenant, je vais mettre à fond, à bloc. Et voilà ce que ça donne. Là, c'est déjà beaucoup plus fort. Ça ne grésille pas non plus, mais on sent que c'est la limite. Qu'il n'aurait pas fallu monter plus fort. Les haut-parleurs auraient pu cracher un peu plus fort. Ça a l'air pas mal, hein, mais là, il faut que vous preniez bien conscience que je suis dans une pièce où le silence est presque absolu. Donc on entend très bien. Je pense que dans un lieu un peu bruyant, les haut-parleurs seront un petit peu justes. Mais à vrai dire, hein, c'est le cas de presque toutes les tablettes du marché qui ont comme ça les haut-parleurs sur l'arrière. Avant, j'avais une Nexus 10, les haut-parleurs étaient frontaux, il n'y avait pas trop de problèmes, mais ils étaient petits, donc en même temps, faut faire le choix entre des petits haut-parleurs frontaux ou des plus gros à l'arrière. Disons que cette tablette a un son qui est dans la moyenne des autres tablettes. Voilà, c'est pas pire, mais c'est pas non plus mieux. Alors, un rapide petit mot sur la cartographie, et ensuite on passera au point qui vous intéresse le plus, j'en suis sûr, c'est-à-dire les jeux. La cartographie fonctionne bien. J'avais entendu des rumeurs comme quoi Google Maps plantait quand on l'affichait sur un écran 4 tiers. C'est pas vrai, ça fonctionne nickel, il est parfaitement stable, il est parfaitement fluide. Je peux zoomer sur les rues sans problème, il n'y a aucun problème à signaler à ce niveau-là. Je peux me promener dans la carte sans souci. Ça fonctionne très bien, je peux mettre les photos satellites si vous voulez, tac, voilà. Donc à ce niveau-là, aucun problème à signaler. Par contre, cette tablette, il faut bien que vous le sachiez, ne dispose pas d'une puce GPS. Donc, vous serez localisé via votre accès Wi-Fi. Donc, il vous faudra être connecté à un point d'accès Wi-Fi quelconque pour pouvoir être localisé avec précision. Allez, avant d'enquiller sur les jeux, un dernier petit truc promis, après on parle des jeux. Certaines personnes veulent utiliser des tablettes pour lire des comic books, des mangas ou des bandes dessinées. Il n'y a pas de problème, ça fonctionnera très bien avec la Honda. Néanmoins, j'ai été un peu surpris de constater, là par exemple avec la bande dessinée Kick-Ass, qu'il y avait quand même des bandes grises de chaque côté, et que finalement, un écran 4 tiers, c'est pas forcément mieux qu'un écran 16/9 pour ce genre d'usage. Voilà, donc sachez-le, si vous hésitiez entre du 4 tiers et du 16/9 à cause de ça, vous pouvez prendre du 16/9 en fin de compte, hein. Ça vous posera absolument aucun problème. La lecture est forcément très agréable, hein. Le texte est lisible, très net, il n'y a aucun problème, c'est superbe, et la bande dessinée qui casse en plus, elle est vraiment cool. Bon, je passe rapidement sur des jeux comme Angry Birds qui, vous vous en doutez, ne pose avec ce genre de produit absolument aucun problème. Il manquerait plus que ça. Vous allez pouvoir constater à quel point je suis une vraie branque à Angry Birds au passage. Voilà, grosso modo là je viens de ne rien casser du tout.
C'est magnifique. Mais c'est joli, hein, par contre. Hein. Et le 4 tiers, si à merveille à ces jeux-là, on sent que c'est des jeux qui ont été à la base prévus pour fonctionner sur les écrans 4 tiers de l'iPad. Hein. C'est vraiment très très beau, très très propre, très très net. Sur des jeux un petit peu plus compliqués comme Fruit Ninja, c'est déjà un petit peu plus limite, j'ai envie de dire. Mais Fruit Ninja, il faut bien le dire, est affreusement mal optimisé sur Android. Hein. Ça reste quand même fluide et jouable. Une bonne surprise pour moi parce que j'ai souvent beaucoup de mal, même sur des produits assez balèzes, à faire fonctionner Fruit Ninja de manière fluide et agréable sur tablette. En particulier quand je mets des lames compliquées comme celle du dragon que j'utilise là actuellement. Mais regardez, ça, en dépit du nombre de choses qui s'affichent à l'écran, ça reste fluide. La tablette est très à l'aise avec les jeux 3D, hein. Limite presque plus qu'avec les jeux 2D d'ailleurs, c'est assez étonnant. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le jeu mobile a évolué en seulement 5 ans? Le même jeu, 10 ans plus tard. Bien, alors maintenant je vais vous montrer des jeux un tout petit chouïa plus complexes et qui surtout ont un mode dans les options d'affichage variable. Donc là par exemple je peux me mettre en qualité basse, moyenne et haute. Je vais me mettre en haute et on va voir ce que ça donne sur Smash Hit, qui n'est pas un jeu qui nécessite une config de ouf normalement. Hein. Allez, on va jouer en mode classique. On va avancer un petit peu dans les niveaux pour que ce soit plus intéressant. Attention, je vais éternuer. Oui, non, ah non, ça passe. Bon, tant mieux. Alors, allez, on va pas avancer trop non plus. C'est parti. Je me mets dans un niveau un peu plus complexe où il y a un petit peu plus de choses qui s'affichent. Mais vous voyez, c'est fluide. Hein. Il n'y a rien de problématique. Le motion blur s'affiche bien. Les effets de transparence aussi. Et tout ça dans une fluidité nickel. Hein. Il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Aïe. Aïe. Ouille. Bien, maintenant on va essayer Riptide GP2. Et là, en fait, j'ai tout activé. J'ai mis la complexité sur haute. Par contre, Shader Complexity, c'est bizarre. Je peux pas aller au-delà de Medium. Je peux mettre Low ou Medium. Voilà, bon. Alors, est-ce que c'est une limitation de la tablette qui est comme ça? Est-ce que c'est le jeu qui a une limitation comme ça? Je sais pas. En tout cas, la résolution, je l'ai mis à fond les ballons. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est parti. Donc c'est un jeu qui utilise l'accéléromètre aussi. Alors notez, oui, tiens, je ne l'ai pas précisé, ça tombe bien que je lance ce jeu-là parce que j'y pense grâce à lui. Non seulement il y a un accéléromètre dans cette tablette, mais il y a aussi un gyroscope. Donc vous aurez une grande précision normalement dans les mouvements des jeux, et ça c'est plutôt bien vu. Voilà, bon ça on s'en fout. Nous ce qu'on voudrait c'est jouer. Et c'est parti. Je vous laisse juger de la fluidité sur pièce. Hein. C'est pas mal. J'ai pas l'impression que c'est... Il y a peut-être quelques drops de framerate, mais bon, c'est pas mal. Hein. Et je me croûte, oh là là, spectaculairement. Bien, alors en général, pour vraiment tester les tablettes à fond, j'aime bien utiliser Real Racing, mais sur cette tablette-là, il s'affiche pas en plein écran. Est-ce que c'est le 4 tiers qui la perturbe? Je pense pas, parce que j'ai fait déjà les essais sur la mini-tablette que je testerai prochainement. Ça marche en 4 tiers. Je pense plutôt que c'est le SOC qui est pas encore pris en charge, ou alors c'est le jeu qui est buggé, ça m'étonnerait pas de la part d'Electronic Arts. Donc je vais utiliser Flash Out 2 à la place. Et à la rigueur, c'est peut-être même plus intéressant Flash Out 2, car c'est le seul qui a un réglage qui va au-delà de High. Vous voyez, là j'ai le réglage défaut, détection, bas, moyen, haut. Donc c'est comme ça qu'on va commencer. Et il y a un réglage Next Gen. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai jamais réussi à jouer en Next Gen sans que ça rame. Jamais. Et quand je dis ça rame, c'est genre 3 frames par seconde totalement injouable, quoi.
Par contre, en high, en général, sur une tablette haut de gamme, ça va être fluide. De justesse, mais fluide quand même. Donc c'est un jeu qui pousse bien fort en général les GPU, donc c'est assez intéressant. On va rester comme ça. Tac. Voilà, la qualité de graphisme a changé. Merci. On va jouer à Hong Kong. Et c'est parti. C'est clairement le meilleur clone de Wipeout qu'on puisse avoir sur une tablette Android, ce jeu. Voilà, on peut voir déjà la fluidité qui est ma foi plutôt bonne. Et attention, c'est parti. Encore une fois, je vous laisse juger sur pièce de la fluidité. Oh putain, j'avais pas vu qu'il y avait un embranchement. C'est pas mal, hein. Encore une fois, hein, je suis pas totalement sûr qu'il n'y ait pas des légères baisses de framerate, d'autant plus que là je filme en jouant, donc je suis pas trop sûr de moi. Mais c'est quand même pas mal, hein. Ça passe plutôt crème. Allez, soyons fous, maintenant je vais mettre les réglages en next-gen et on va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va ramer. De toute façon, je vous dis, j'ai jamais réussi à jouer en mode fluide avec les réglages next-gen sur ce jeu. Hein. Mais soyons fous, hein, essayons. On va mettre exactement la même course. Le pire, c'est que ça m'a l'air fluide. Enfin, faut voir en jeu. Hein, parce que là, il n'y a pas beaucoup de choses qui s'affichent. Ouais, ouais, c'est vachement moins fluide. Mais c'est jouable. C'est moins fluide, mais c'est jouable. Et ça, c'est quand même pas mal parce que c'est la première fois que je parviens à être jouable en mode next-gen sur ce jeu avec une tablette. Donc chapeau. Chapeau quand même. Ok, c'est pas encore... Il y a encore de la place pour l'amélioration. Mais c'est franchement pas mal. Hein. Bien, et bien maintenant que nous avons fait le tour de tout ce qui est à peu près, j'ai envie de dire, commun sur ce genre de tablette, passons à la dernière chose qu'on puisse tester pour voir un petit peu comment cette tablette s'en sort en termes de perf, les émulateurs. Alors j'en ai installé quelques-uns, comme vous pouvez le voir, notamment Drastic. D'ailleurs je me suis mis petit raccourci vers mon jeu DS préféré, le Professeur Layton. Mais bien entendu, moi je vais me concentrer sur un émulateur plus particulièrement, celui qui à l'heure actuelle pousse le plus les machines, c'est-à-dire l'émulateur de PSP. Et je vais prendre un jeu qui a tendance à beaucoup ramer sur les appareils Android, et sur cet émulateur PPS SPP, c'est Tomb Raider Anniversary. Voilà, donc l'émulateur se lance. Ça rame un petit peu sur les cinématiques. Ah oui, je précise que j'ai mis les graphismes de l'émulateur à fond. Hein. J'ai mis tous les indicateurs au maximum pour que ce soit vraiment significatif. Vous pouvez certainement le constater, Lara Croft s'affiche avec une très bonne finesse, puisque j'ai mis tous les indicateurs à fond les ballons. Vas-y, start, difficulté normale, c'est parti. Donc, les cinématiques, c'est mi-figue, mi-raisin. Par moment c'est fluide, par moment moins. Enfin bon, en même temps, hein, c'est juste les cinématiques, hein, c'est pas ça qui est le plus important, c'est le jeu. Mais ça va, ça tourne, hein, c'est quand même appréciable. Voilà, donc là on est in-game, hein, et putain, c'est vachement fluide. Ah, et quelques petits ralentissements quand même. Je vais monter un peu le son. Vous voyez le son suture pas mal, hein. Bon, on va passer la cinématique parce que ça gonfle. Nous, on veut jouer. Voilà. Donc, est-ce que ça va être jouable? À titre de comparaison, quand je mets ce jeu à fond en termes de graphisme sur ma JXD, il se lance même pas, il plante. Et quand je le mets au minimum, il se lance, mais c'est juste injouable, quoi. J'ai une frame toutes les 2 secondes. C'est absolument infâme. Et là, ma foi, putain, ça m'a l'air fluide. Je suis assez dégoûté, quoi. Ouais, c'est pas mal, hein. Même quand il y a un scrolling. Ah, c'est pas full speed, mais putain que c'est jouable, quoi. Et là, les graphismes sont à fond, hein, j'insiste bien là-dessus, mais... Waouh! Regardez-moi ça! Ah la vache! Ah, je suis quand même impressionné parce que
Ça ramait tellement sur ma JXD, je me suis dit là, ça va peut-être être un peu mieux, mais ouais, l'octocœur à 2 GHz fait des merveilles. Hein. C'est parfaitement jouable. Il y a encore du progrès à faire pour avoir un émulateur de PPSSPP qui soit aussi parfait, j'ai envie de dire, que Drastic, même si Drastic n'est pas techniquement parfait. Mais oh, je suis mort. Ah bah tiens, on va finir là-dessus. Bien, avant de conclure en vous parlant de l'autonomie de cette tablette, qui est un élément important, je gardais ça pour la fin puisqu'on a pu s'en servir un petit peu et constater un petit peu comment se vider la batterie. Continuons un petit peu à parler des émulateurs si vous le voulez bien. Pour moi, les émulateurs, ça se joue pas au tactile. C'est une hérésie de jouer au tactile à des émulateurs de consoles qui se jouaient à l'origine avec des vraies manettes, avec des vrais boutons. Il faut une vraie manette avec des vrais boutons pour jouer à ces machins-là. Le problème, c'est que sur tablette, il y a peu de choix de manettes et souvent, la plupart du temps, ça se contente de vous demander de poser la tablette sur la table et d'avoir une manette à côté pour jouer. Et moi, je me dis, mais non, il faut, comme sur les smartphones, que la manette s'intègre à la tablette. Et c'est vrai que le choix est assez maigre. Il n'y a pas beaucoup de tablettes qui vous proposent comme ça enfin, pas beaucoup de manettes, pardon, qui vous proposent de se connecter à des tablettes. Ça arrive, j'ai entendu dire que chez iPega on préparait ça, et peut-être chez Big Ben aussi. Bon, Big Ben, j'ai pas trop confiance en eux, iPega un peu plus déjà, mais ça arrive, en attendant, c'est toujours pas là. Néanmoins, il existe une alternative que je ne peux pas résister de vous montrer. On va jouer à 1 ou 2 jeux avec, vous allez voir, c'est juste royal. Allez, on va jouer à un grand classique de la NES, Super Mario Bros. C'est parti. Alors attendez, ça c'est pour sauter, voilà, et le bouton en dessous, ça doit être pour courir, je sais plus comment j'ai paramétré ça, ça fait longtemps. Hop, putain, c'est bon. Essayez de pas mourir quand même, avant de vous avoir montré le niveau jusqu'à la fin. J'ai pas mis depuis le début parce que je tenais pas à vous faire une vidéo trop longue, mais voilà, je suis presque arrivé au bout. Alors vous pouvez peut-être trouver les boutons un peu bruyants sur ce truc-là, mais il faut savoir que c'est des vrais micro-switch de bornes d'arcade. Hein. Donc c'est vrai que dans les bornes d'arcade, on fait pas tellement attention au bruit des boutons. Ah, et merde! Ce fail. Évidemment, c'est pour les jeux de baston que cette petite chose sera la plus jouissive. Oh putain, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Bon, alors avant de faire un petit récapitulatif rapide et d'en arriver à la conclusion de cette vidéo test, je voudrais quand même appuyer un point important, très important même sur les tablettes tactiles, l'autonomie. L'autonomie de cette tablette peut faire peur. Vous voyez, quand on a commencé le test, on était à 99% et on est déjà descendu à 72%, comme vous pouvez le constater ici. Alors, il faut bien comprendre que là, la tablette, elle est réglée avec le rétroéclairage à fond. Je peux vous montrer d'ailleurs, tac, je vais dans luminosité, vous voyez, c'est à bloc. Je peux le baisser. Hein. Alors pourquoi je ne l'ai pas baissé? Parce que c'est toujours mieux quand on filme un écran qui soit à bloc. Bon, sinon en général, moi je le laisse à la moitié, ça suffit largement pour le confort visuel. Mais bon, est-ce que c'est inquiétant de voir la batterie baisser de 99 à 72% en l'espace de... là ça doit faire... quelque chose comme 2 heures que je tourne, hein, parce qu'évidemment je fais plein de coupures, il y a plein de scènes que je garde pas, etc. Donc il s'est écoulé du temps, etc. Bon, il faut pas s'inquiéter de voir l'autonomie baisser vite sur cette tablette. Déjà, bon là, je vous dis, j'étais à fond avec la luminosité à moitié moins, ça baisse genre 3 fois moins vite, ce qui est quand même assez impressionnant. Mais surtout, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la jauge de cette tablette n'est pas ultra fiable et elle a tendance à être très pessimiste. En fait, il vous reste beaucoup plus que ce qu'elle indique. On avait déjà ce problème-là sur la JXD 7800B qui restait bloquée dans les 70% pendant plus d'1 heure avant que la jauge ne recommence à descendre. Là, c'est un peu la même chose, sauf que ça se bloque à 7%. Donc, on peut avoir peur, on se dit, putain, ça baisse, il me reste plus que 10%, je vais être marron. Mais en fait, à 7%,
On peut rester 1h30 à 7% sans que la jauge ne bouge plus. Je crois que je suis resté 1h50. Moi, personnellement, la première fois que j'ai testé l'autonomie, je suis resté 1h50 sur 7% avant que ça rebaisse. Et globalement, en ayant le Wi-Fi activé en permanence et en n'arrêtant pas de télécharger des trucs sur le Play Store, parce que la première fois que j'ai testé la tablette, évidemment, j'ai installé toutes les applis que vous voyez là, le launcher et tout ça, donc j'étais presque tout le temps en train de télécharger. En étant presque tout le temps en train de télécharger, avec la luminosité au milieu et le Bluetooth activé, oui, parce que moi je laisse toujours le Bluetooth activé, je trouve ça plus pratique, d'autant plus que je trouve que l'impact sur la batterie n'est pas si fort que ça. J'ai dû tenir quelque chose comme un petit peu plus de 8 heures, 8h10. Donc je pense que si vous avez un usage avec moins de Wi-Fi, vous devez pouvoir tenir aux alentours de 9 heures. C'est une très bonne autonomie pour une tablette chinoise, et c'est là qu'on voit que l'architecture Big Little du processeur, qui active les 4 cœurs les moins puissants quand moins de puissance est nécessaire, fait bien son travail. Globalement, il n'y a pas de gros défauts à déplorer sur cette tablette. L'autonomie est bonne, le son est plutôt pas mal, l'image est topissime, et les performances sont, ma foi, au rendez-vous. Vous êtes toujours là? J'ai oublié de vous dire un truc. Sachez que cette tablette a quand même quelques petites fonctionnalités intéressantes. La caméra frontale, lorsqu'elle vous détecte, lorsqu'elle voit que vous êtes en train de regarder l'écran, coupe la mise en veille de la tablette, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, petit regret, c'est pas désactivable cette fonctionnalité là, c'est-à-dire que grosso modo, vous devez aimer la fonctionnalité ou vivre avec. Mais bon, ça fonctionne bien. Néanmoins, ça m'est arrivé que la tablette se mette en veille quand même, donc j'imagine que si la caméra a du mal à vous voir par exemple, ça marchera pas au top. Mais c'est une fonctionnalité sympathique. L'autre fonctionnalité agréable de cette tablette, c'est le Knock-on. Vous l'avez certainement, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je peux vous le montrer maintenant que la tablette est en veille. La housse n'est pas une smart case, dans le sens où elle n'éveille pas l'écran quand on soulève le petit cache. Mais par contre, la tablette dispose du knock-on, c'est-à-dire qu'en veille, je fais ça, et elle s'éveille. C'est pas beau ça ? Voilà, c'était donc le test de la Honda V989, une tablette chinoise à moins de 175 € qui déboîte, hein, franchement. Ces produits sont vraiment sidérants. Il y a encore quelques années, les tablettes chinoises, c'était vraiment du matos extrêmement pourri. J'avais envie de dire, on n'en avait même pas pour son argent. Là, pour 160 €, cette tablette réussirait presque à faire de l'ombre aux tablettes très haut de gamme de la concurrence, ce qui est vraiment extraordinaire. Alors oui, il y a des petites contrariétés, il y a des petites choses par-ci par-là qui sont un petit peu manquantes ou encore un petit peu à améliorer. Mais néanmoins, pour le prix, cette tablette est une excellente affaire. Donc si vous avez l'intention de vous en acheter une, restez bien à l'écoute. Juste après le petit message au revoir, je vous donnerai une possibilité de gagner un bon de réduction pour cette tablette. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir tout à la fin de la vidéo. Pour les autres, je suis Spyro le Dragon. Quand nostalgie rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Salut! Bien, si vous êtes encore là, c'est que vous avez l'intention de vous acheter cette tablette chez TinyDeal et que vous êtes intéressé par la potentielle réduction qui vous est offerte. En effet, cette tablette qui vaut 160 €, vous pourrez l'avoir pour seulement 100 €, soit une remise de 60 €, à condition évidemment de gagner le petit concours. Il y a un bon d'achat uniquement pour cette tablette et uniquement chez TinyDeal et uniquement pour une personne. Donc il faut participer au concours et le gagner. Mais si vous le gagnez, vous aurez un bon de réduction et vous pourrez acheter cette tablette. Après, vous pouvez la revendre hein, si vous avez envie de vous faire un petit bénéfice ou alors la garder si, comme moi, vous trouvez que c'est une excellente tablette. Ça, c'est vous qui verrez. Ça ne me regarde pas. Pour gagner ce concours, il y a plusieurs choses à faire. Ça va être expliqué en détail dans la description de la vidéo. Grosso modo, il faut vous abonner à ma chaîne, à celle de TinyDeal et copier dans votre commentaire un petit texte qui m'a été transmis par TinyDeal et qui sera lui aussi donc, dans la description de la vidéo. Voilà. Donc je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Je vous souhaite à tous bonne chance et puis j'espère que quelqu'un sera ravi d'avoir gagné ce petit bon d'achat. Voilà. Allez, salut!